من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب. Dans le film, on est dans le sud de l'Égypte, ce qu'on appelle le Saïd en arabe. Et donc l'Égypte, comme vous le savez, c'est un pays qui fait 1 million de kilomètres carrés, mais là-dedans, il y a 95% de désert. Donc la partie habitée de l'Égypte, c'est 5% en tout et pour tout. Ça fait quelque chose comme 35 000 kilomètres carrés. C'est un département un peu plus grand qu'un département français. Et donc là, on est dans la partie de l'Égypte qu'on appelle la vallée du Nil. Il y a le delta au nord de l'Égypte, en forme de triangle, et puis vous avez ensuite la vallée qui est un fin ruban de quelques kilomètres de large et qui est entièrement irrigué par le Nil. Et donc là, on est dans le sud de cette vallée du Nil égyptienne. Alors, ça a été longtemps une région tout à fait défavorisée. C'est un peu l'équivalent du Mezzogiorno italien, donc le sud de l'Égypte était défavorisé. Pourquoi ? En particulier parce qu'on n'y cultivait pas de coton. Le coton a été la grande richesse de l'Égypte, pas nécessairement la richesse du paysan, mais en tous les cas la richesse du pays. Et donc c'est une région qui a été laissée pour compte dans son développement et qui longtemps a été ce qu'on appelait en irrigation saisonnière, c'est-à-dire la fameuse crue du Nil continuait à irriguer les champs, alors que partout ailleurs en Égypte, on était ce qu'on appelle en irrigation pérenne, c'est-à-dire qu'on pouvait faire 3 récoltes par an et que l'eau était élevée dans les champs à toute période de l'année. Tandis que dans le sud de l'Égypte, on ne faisait en gros qu'une récolte par an, et une toute petite en été au moment de la crue sur les parties émergées des terres. Donc on est dans une région qui a été longtemps défavorisée et qui est également considérée par le reste des Égyptiens comme une région arriérée. Quand on dit c'est un Saïdi, on veut dire c'est un type arriéré, si vous voulez. Donc voilà un peu le cadre. Maintenant, il y a des projets de développement dans cette région et le sort global de la région s'est un peu amélioré par rapport au sort du reste de l'Égypte. Mais c'est dans cette région-là qu'on a le plus grand taux de pauvreté rurale, qu'on a le moins d'équipements, malgré les efforts qui ont pu être faits pour rééquilibrer un peu le territoire égyptien. Donc il y a maintenant à peu près 90 millions d'habitants en Égypte. Il y a 4 millions à peu près d'exploitants agricoles, peut-être un peu plus parce qu'il n'y a pas eu de recensement depuis une quinzaine d'années, multiplié par 5 parce que dans les familles paysannes, il y a facilement 3 enfants, voire 4 ou 5. Donc vous avez à peu près quand même encore, disons, entre 20 et 25 millions de paysans avec leur famille, si vous voulez. Bon, on considère que la paysannerie fait à peu près un tiers de la population active, mais que l'agriculture ne correspond plus qu'à peu près 15% du produit national brut. Donc ça vous donne un peu les proportions. Alors, Farage, lui, il a 2 fêtes d'âne. Un fait d'âne, c'est l'unité de surface utilisée dans l'agriculture égyptienne. Ça fait un peu moins de la moitié d'un hectare. Donc en fait, il faut voir qu'il a moins d'1 hectare. Bon, alors avec moins d'1 hectare en Égypte, quand la terre qui est très fertile, bon, même s'il y a des problèmes d'environnement, une terre très fertile, 1 hectare, quand on y fait 3 récoltes par an, ce qui est à peu près le cas en moyenne, on peut arriver avec 2 fêtes d'âne à s'en tirer tout juste avec une famille de 3-4 enfants, si vous voulez, avec 6 personnes. Bon. Ce qui fait que, comme c'est son cas, et on le voit dans votre film, il exerce des activités annexes, entre autres, il a un moulin qui lui rapporte de l'argent. Mais une famille pratiquement de fêtes d'âne peut à peine survivre maintenant. Mais en ayant 2 fêtes d'âne, il est quand même paradoxalement dans une fraction relativement privilégiée de la paysannerie, parce qu'il faut voir qu'il y a plus de la moitié de la paysannerie qui a moins d'un fait d'âne, donc moins d'1 demi-hectare. Je ne sais pas exactement ce que Farage cultive, mais c'est une région où il y a beaucoup de canne à sucre. Donc une grande partie des exploitations agricoles sont couvertes de canne à sucre. La canne à sucre, c'est très gentil, mais ça ne fait pas vivre une population agricole qui est obligée d'acheter sur le marché la quasi-totalité de ce qu'elle mange. Contrairement à ce qui se passait avant, ou dans d'autres régions, où la paysannerie, en grande partie, se nourrissait à peu près correctement de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle cultivait, si vous voulez. Bon. Donc lui, je ne connais pas son cas précis, mais probablement il achète sur le marché une très grosse partie de ce que sa famille consomme. Et donc c'est toujours un équilibre extrêmement précaire. Une fois qu'on a acheté du sucre, du thé, quelques appareils domestiques élémentaires, et puis la nourriture quotidienne, il ne reste rien à la fin du mois.
وصاح من الشعب صوت طليق. Alors évidemment, on évoque souvent l'Égypte éternelle. Je me souviens d'un guide très diffusé parmi les touristes qui disait « Et vous verrez arpenter les berges du Nil, la Buflès millénaire, qui, etc. » La Buflès, elle n'est pas millénaire, elle a été importée de Java au XIXe siècle par les Anglais, qui ont colonisé l'Égypte. Donc c'est pour vous dire, on véhicule toute une espèce d'imaginaire. Alors, est-ce que rien n'a changé? Il est vrai que vous verrez encore dans la campagne égyptienne la moisson, par exemple du blé, être fait avec des petites fossiles à dents, les gens étant accroupis et coupant épi par épi, etc. Bon, vous verrez des arères, donc des charrues qui n'ont pas de soc à versoir, comme on dit. Vous verrez des instruments relativement anciens, c'est vrai, mais dans un contexte social, économique, idéologique qui a évidemment complètement changé depuis les 4000 ans ou les 5000 ans Bon, donc l'image de l'Égypte éternelle est totalement fausse. Tout le monde a la télé en couleur maintenant, y compris les paysans pauvres. Beaucoup de paysans sont partis travailler à l'étranger précisément parce que le revenu de leur exploitation n'est pas suffisant. Ils sont partis en Arabie Saoudite, ils sont partis en Irak, ils ont vu du pays. L'information circule parfaitement. Le film le montre. Farag regarde la révolution à la télévision. Bon, donc tout ça, évidemment, ce sont des changements considérables et qui sont valables dans tous les domaines. Maintenant, la plupart, heureusement, de la population est alphabétisée, enfin une très grosse partie de la population relativement jeune est alphabétisée, les gens sont allés à l'école, bon, ils ont entendu parler de ce qui se passe dans le vaste monde. La campagne égyptienne est mondialisée sur un certain plan comme elle l'est ailleurs, si vous voulez. Donc vraiment l'image de l'Égypte égyptienne, de l'Égypte éternelle est une image dont il faut se défaire totalement et qui est bonne pour, j'allais dire, de mauvais guides touristiques. Farage, si vous voulez, par certains côtés, il est tout à fait représentatif, c'est-à-dire qu'en tant que paysan ayant 2 fêtes d'âne, donc à moins d'1 hectare, exerçant une petite activité complémentaire par ailleurs, habitant une maison qui, d'après le film, paraît être une maison très traditionnelle, en briques de terre crue, si j'ai bien vu, avec des pièces qui se distribuent autour d'une sorte de hall central. Enfin, ça, c'est tout à fait traditionnel d'une certaine façon et représentatif. Bon. Mais d'après ce que j'ai su par ailleurs, Farage a fait des études. Il est allé au Caire pour faire des études islamiques à l'université de l'Azhar, qui est la grande université islamique. Il n'a pas eu de diplôme, mais étant au Caire, évidemment, il a eu un itinéraire qui est tout de même assez sensible. Étant au Caire pour y être étudiant, il a un itinéraire qui est quand même assez sensiblement différent de ces nombreux paysans qui sont partis au Caire pour y trouver tant bien que mal du travail et qui habitent maintenant dans ce qu'on appelle la plupart du temps les quartiers informels, c'est-à-dire des quartiers construits, c'est pas des bidonvilles, mais des quartiers construits en dur, mais sans permis de construire, etc., où la vie quotidienne est très difficile. Donc il est à la fois représentatif et par certains autres côtés, il ne l'est pas, il a quand même une trajectoire particulière, avec le fait que la plupart de ceux qui partent en ville pour y faire des études, voire pour y travailler, n'en reviennent souvent jamais, alors que lui a fait le choix, peut-on penser, de revenir au village. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas non plus tout à fait représentatif. Par ailleurs, dans le film, on le voit discuter politique, avec beaucoup d'humour, aussi un regard distancié sur l'actualité, une forme de scepticisme, puis un enthousiasme, etc. Et il s'exprime évidemment de façon extrêmement claire, avec des idées qu'on peut penser être tout à fait perspicaces. Alors, des gens vont vous poser la question, bah oui, mais là aussi, est-il représentatif? Mais je peux vous assurer, pour avoir vécu passé de très longues journées, voire souvent des semaines dans des villages égyptiens, que là aussi, l'information circule, les gens réagissent, les gens ont des idées sur beaucoup de choses, portent des critiques extrêmement fondées à l'action gouvernementale. Enfin, il est étonnant que l'on s'étonne que des paysans puissent avoir une parole claire, argumentée, informée, qu'ils ont une vision de ce que devrait être l'Égypte, qui serait un État qui serait au service de la population et autres, si vous voulez. Bon. Et toujours le faire avec humour. Si je peux me permettre de citer une anecdote, je me souviens, un journaliste une fois m'a dit « Mais pourquoi les gens réclament la dignité, la liberté, le pain et tout, ça on comprend très bien. Mais pourquoi
réclame-t-il l'humanité, insaniya en arabe, hein, l'humanité. J'ai dit, monsieur, quand on est traité comme des bêtes, on réclame l'humanité. Le journaliste m'a dit, traité comme des bêtes, mais oui. Et je me souviens de cette scène où j'étais dans un train de 3e classe en Égypte, le train était arrêté dans la campagne depuis 1 heure, et un train nous a doublés, mais qui était chargé de chameaux qui venaient du Soudan et qui allaient vers les abattoirs du Caire. Et là, tous les gens dans le train ont rigolé en disant, regardez, ceux-là sont des bêtes, mais ils sont mieux traités que nous. Et un a rajouté, oui, mais ils vont à l'abattoir, c'est pas très gai. Et l'autre a rajouté, ben nous aussi, d'une certaine façon, on va à l'abattoir. Vous voyez, donc il y a de l'humour, il y a du répondant, il y a des idées, voilà, c'est la vie, quoi.